Le 4 avril 2018, 9 heures du matin, dans la salle d'audience du tribunal de commerce de Rennes, un juge prononce trois mots: liquidation judiciaire. Trois mots. 63 ans d'histoire s'effondrent. À son apogée, le groupe Doux était une légende bretonne. 15 000 salariés, 1,350 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 130 pays approvisionnés. Chaque année, 180 millions de poulets abattus dans le Finistère, congelés ou chargés sur des porte-conteneurs et expédiés vers Riyad, Doha, Dubaï. Le père Dodu souriait depuis les écrans de télévision dans chaque foyer français. Pendant 15 ans, Bruxelles a versé plus d'1 milliard d'euros de subventions à une seule famille. 1 milliard, l'équivalent du budget annuel d'une région entière. Puis Bruxelles a cessé de payer. 6 ans plus tard, l'Empire n'existait plus. Comment un groupe qui avait survécu à la grippe aviaire, aux crises financières mondiales, aux tempêtes sociales, s'est-il effondré dès que les subventions ont disparu? Et si 1 milliard d'euros n'a pas suffi à bâtir des fondations solides, sur quoi reposait vraiment cet empire? L'empire du poulet, l'ascension et la chute du groupe Doux, Châteaulin, Finistère, 1955 à 2018. Dans le Finistère des années 50, la pauvreté n'avait pas besoin d'être expliquée. Elle se lisait sur les mains des hommes, crevassée par le sel et le vent de l'Atlantique. Elle se lisait dans les assiettes, souvent creuses, après une journée au champ. La guerre avait laissé la Bretagne exsangue. Les fils étaient à mort, les fermes à l'abandon, et Paris regardait ailleurs. Pour un paysan breton de cette époque, l'horizon se résumait à trois options: la mer, l'exode vers les usines du Nord, ou rester sur une terre qui ne nourrissait plus personne. C'est dans ce Finistère-là que le père de Marcel, l'ouvrier dont nous allons suivre la vie, est né et a vieilli sans jamais quitter son canton. Un homme de peu de mots, les épaules courbées par des décennies de labeur, qui regardait ses fils avec une seule conviction: il fallait trouver mieux. Quand une rumeur a commencé à circuler dans les villages autour de Châteaulin, qu'un certain Pierre Doux ouvrait un abattoir et cherchait des bras, le père de Marcel a été l'un des premiers à se présenter à la grille. Pas par enthousiasme, par nécessité. Travailler pour Doux, dans le Finistère des années 60, ce n'était pas un choix parmi d'autres. C'était le choix. Pierre Doux n'était pas un industriel sorti d'une grande école. C'était un commerçant de volailles de Nantes, fils de la France rurale, qui avait commencé à vendre des poulets en 1933 sur les marchés de Loire-Atlantique. Un homme pragmatique, sans vision romantique de l'agriculture, mais avec une intuition rare. Après la guerre, l'Europe allait manger. Et manger beaucoup, il fallait être prêt. En 1955, il quitte Nantes et s'installe à Port-Launay, en bordure de l'Aulne, à quelques kilomètres de Châteaulin. Il y ouvre le premier abattoir du groupe, une bâtisse fonctionnelle, sans ornement, construite pour une seule chose: transformer des volailles vivantes en produits vendables le plus vite possible. L'esthétique n'intéressait pas Pierre Doux. Le rendement, oui. La Bretagne de cette époque était un terrain idéal. La main-d'œuvre était abondante, peu exigeante et désespérément en manque d'employeurs. Les terres agricoles permettaient l'élevage intensif à coût réduit. Et surtout, les ports bretons ouvraient directement sur l'Atlantique. Une géographie que Pierre Doux avait compris avant tout le monde comme un avantage compétitif, pas simplement comme un accident de naissance. Dans les années 60, le groupe fait un premier saut technologique décisif. Doux adopte un système d'hybridation aviaire, des croisements génétiques entre différentes souches de poulets développés en collaboration avec l'Institut de sélection animale. L'objectif n'est pas de produire un poulet meilleur. L'objectif est de produire un poulet plus rapide, un animal qui grossit en 30 jours, consomme moins de nourriture par kilo de viande produit et tient la congélation sans perdre sa texture. La science au service de la vitesse. La biologie transformée en logistique. C'est à cette époque que l'abattoir de Châteaulin commence à ressembler à ce qu'il deviendra: une machine. Puis vient la décennie 70, et avec elle, la décision qui va tout changer. Charles Doux, fils de Pierre, héritier du groupe à la fin des années 60, n'est pas le même homme que son père. Là où Pierre voyait des marchés locaux et des circuits régionaux, Charles voit le monde. Et dans le monde de 1973, il voit quelque chose que personne d'autre dans l'industrie avicole française n'a encore vraiment regardé en face: la péninsule arabique.
Les pays du Golfe sont en pleine explosion démographique et économique. Les pétrodollars transforment des déserts en métropoles. Des millions de travailleurs immigrés affluent vers l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats. Tous ont besoin de manger. Et dans ces pays à climat désertique, la production locale de poulet est quasi impossible. Les températures, le manque d'eau, l'absence d'infrastructures agricoles rendent l'élevage intensif prohibitif. Ces marchés doivent importer. Ils importeront toujours. Ils importeront des milliards de tonnes de protéines dans les décennies à venir. Charles Doux comprend une chose simple. Celui qui arrive en premier dans ces marchés y installera ses standards, ses marques, ses réseaux. Et le poulet halal congelé, produit en Bretagne, certifié selon les rites islamiques, expédié par conteneurs frigorifiques, correspond exactement à ce que ces marchés cherchent. En 1973, Doux devient le premier exportateur français de volailles congelées vers l'Arabie saoudite, puis vers le Qatar, puis vers les Émirats arabes unis. Ce matin-là, sur le quai de Brest, les premiers conteneurs blancs frappés du logo Doux sont chargés à bord d'un cargo en partance pour Djeddah. Il fait gris, comme souvent en Bretagne. La mer est lourde. Les dockers travaillent en silence dans le froid humide de l'Atlantique. Aucun d'eux ne sait qu'ils sont en train de poser la première pierre d'un empire qui, pendant 40 ans, va nourrir des dizaines de millions de personnes à l'autre bout du monde. Et dans les couloirs de l'abattoir de Châteaulin, les dés viennent d'être jetés. Il y a des marques qui ne vendent pas un produit. Elles vendent une époque. Dans les années 80, le père Dodu est partout, sur les écrans de télévision entre deux épisodes de Goldorak, sur les emballages dans les rayons des hypermarchés Carrefour qui poussent dans banlieue comme des champignons après la pluie, dans les cantines journal scolaires, dans les cuisines des HLM, dans les dîners du mercredi soir où une mère pressée sort du congélateur un cordon bleu et met la poêle sur le feu. Ce personnage, un père bedonnant, moustache en bataille, tablier noué sur le ventre, sourire de boulanger normand, est devenu en quelques années l'un des visages les plus reconnus de l'alimentation française. Derrière ce sourire, il y a Châteaulin. Derrière Châteaulin, il y a Charles Doux. Et derrière Charles Doux, il y a un homme qui n'a jamais cessé de regarder plus loin que le suivant. Dans les années 80, Doux n'est plus seulement un abattoir breton. C'est le premier exportateur européen de volailles sur le marché du grand export. Ce terme de l'industrie qui désigne les pays hors Union européenne, principalement le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les conteneurs partent de Bretagne chaque semaine vers Riyad, Doha, Alger, Casablanca. La logistique est rodée, les certifications halal sont en place, les relations commerciales avec les importateurs saoudiens sont solides. C'est dans ce contexte que Bruxelles entre en scène. La politique agricole commune, la PAC, prévoit un mécanisme d'aide à l'exportation appelé restitution. Le principe est simple. Pour permettre aux producteurs européens de vendre à des prix compétitifs sur les marchés mondiaux, souvent moins chers que les prix européens, l'Union européenne compense la différence en versant une subvention par tonne exportée. Pour Doux, qui exporte des centaines de milliers de tonnes de poulets congelés vers des marchés où le Brésil et la Thaïlande pratiquent mais à des prix imbattables, ces restitutions représentent une bouée de sauvetage financière. Une bouée qui, chaque année, grossit un peu plus. C'est aussi à cette époque qu'un jeune homme de 28 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce de Rennes, pose sa candidature chez Doux pour un poste dans le département export. Il s'appelle Eric. Il a un veston neuf, une valise en cuir achetée, pour l'occasion, et une conviction absolue. Le commerce international est l'avenir, et Doux est la seule entreprise en Bretagne qui joue vraiment dans cette cour-là. Il est recruté en 1986. 18 mois plus tard, il prend son premier vol pour Riyad. Il se souvient encore du choc thermique en sortant de l'aéroport King Abdulaziz. 42 degrés, une lumière blanche et plate qui efface les ombres. L'air lourd et sec comme l'intérieur d'un four. Dans sa sacoche, un catalogue de produits Doux en français et en arabe, des échantillons sous vide et les coordonnées d'un importateur saoudien que son directeur lui a griffonné sur un post-it. Sois ponctuel, sois respectueux et n'essaie pas de vendre. Écoute d'abord. Il écoutera pendant 30 ans. Pendant qu'Éric apprend à naviguer dans les souks et les palaces de Riyad, Marcel entre sur la chaîne d'abattage de Châteaulin. Nous sommes en 1989. Marcel a 22 ans.
Son père a travaillé pour Doux pendant 20 ans. C'est par lui qu'il a eu le contact, par lui qu'il a passé l'entretien, par lui qu'il connaît déjà les règles non écrites de l'usine. Arriver 5 minutes avant l'heure, ne pas discuter avec le chef de chaîne et ne jamais montrer qu'on a froid. Parce qu'on a toujours froid. Le poste qu'on lui attribue s'appelle éviscération. C'est l'un des postes centraux de la chaîne d'abattage. Retirer les organes internes des carcasses de poulet qui défilent sur le convoyeur à une cadence imposée par la machine. Debout, les mains dans les carcasses, à 7 degrés, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 46 semaines par an. Le salaire, le SMIC. Soit en 1989, environ 5 000 francs nets par mois. Marcel ne se plaint pas. Dans le Finistère de 1989, avoir un CDI chez Doux, c'est avoir de la chance. Son père le lui a dit, ses collègues le lui confirment. Et quelque part, il le croit, parce que l'alternative, c'est le chômage, ou partir à Brest, ou partir à Paris. Et Marcel ne veut pas partir. Il restera. En 1990, Charles Doux réalise l'acquisition qui va transformer le groupe pour toujours. Le groupe Gouillot-March, géant de l'agroalimentaire breton, membre du giron Paribas, met en vente sa division volaille. La marque s'appelle Père Dodu. Elle est née dans les années 60. Elle a révolutionné le marché français avec ses produits élaborés. Le cordon bleu de dinde, le rôti de dinde, les escalopes d'œil panées, et elle s'est imposée comme la référence du rayon frais dans tous les hypermarchés français. Charles Doux prend une participation majoritaire en octobre 1990. L'acquisition totale sera finalisée en 1998 avec le rachat de Sopra, l'autre actionnaire. Mais dès 1990, le signal est clair. Doux ne veut plus être seulement le roi du grand export. Il veut être le roi du poulet français, tout court. La stratégie est désormais double. D'un côté, les conteneurs qui partent vers le Golfe, le moteur historique, celui qui fait tourner les abattoirs à plein régime. De l'autre, les linéaires des supermarchés français, le père Dodu qui sourit depuis les rayons surgelés, qui rassure les ménagères, qui fait vendre. Deux marchés, deux logiques, un seul groupe pour les piloter. Thomas, un éleveur du Finistère, signe son premier contrat d'intégration avec Doux en 1992. Il a 34 ans, 2 bâtiments d'élevage construits sur les terres familiales héritées de son père, et un emprunt de 400 000 francs contracté auprès du Crédit Agricole pour rénover les installations selon les normes exigées par le groupe. Le contrat est clair. Thomas produit des poulets selon le cahier des charges Doux, densité d'élevage, alimentation fournie par les usines Doux, calendrier d'abattage fixé par Doux. Doux achète sa production. Doux fixe le prix. Thomas accepte. Tout le monde accepte. À cette époque, avoir Doux comme client exclusif, c'est avoir la certitude d'un débouché garanti pour les 20 ans à venir. C'est ce que le conseiller du Crédit Agricole lui a dit. C'est ce que le représentant du groupe lui a confirmé en lui tendant le stylo. Ce que personne ne lui a dit, c'est ce que signifie exclusif quand les rapports de force changent. En 1998, le groupe Doux rachète Francosul, le premier producteur de volailles du Brésil. Présent dans 4 États, avec 5 abattoirs et une capacité de production colossale. Charles Doux annonce fièrement que c'est l'avenir du groupe. Produire au Brésil, où le coût de revient d'un poulet est 36% inférieur à la France, et exporter depuis le Brésil directement vers les marchés du Moyen-Orient. La salle applaudit. Les chiffres sont séduisants. La logique semble imparable. Mais dans les couloirs de l'abattoir de Châteaulin, personne n'applaudit. Marcel n'a pas été invité à la conférence de presse. Thomas non plus. Ils ne savent pas encore que la décision qui vient d'être prise à 3000 km de là, dans un bureau climatisé de Sao Paulo, va finir par les broyer l'un et l'autre. Pour l'instant, les machines tournent, les conteneurs partent, le père Dodu sourit depuis les écrans. Et l'Empire est à son zénith. En 2005, le groupe Doux emploie 15 000 personnes. 15 000. Dans une région où les usines ferment depuis 20 ans, où les jeunes partent vers les métropoles, où l'agriculture intensive a déjà dévoré des milliers d'exploitations familiales, ce chiffre a valeur de forteresse. 15 000 salariés directs, sans compter les 800 éleveurs intégrés, les transporteurs, les fournisseurs d'emballage, les prestataires logistiques. Une ville entière fait vivre son économie dans l'orbite de ce groupe. Le chiffre d'affaires dépasse 1,350 milliard d'euros. Les exportations atteignent 130 pays sur 5 continents. Chaque année,
Les abattoirs du groupe traitent 180 millions de volailles. Les usines produisent 450 000 tonnes de produits, poulets entiers congelés, découpes, cordons bleus, nuggets, rôtis de dinde, escalopes panées sous la marque Père Dodu. 25 sites de production en France, au Brésil, en Allemagne, en Espagne, en Suisse, 14 couvoirs, 12 usines d'aliments, 4 usines de transformation, et au cœur de tout cela, Châteaulin. L'abattoir principal tourne 20 heures sur 24, 3 équipes en rotation, 510 000 volailles abattues par jour. Les camions arrivent toutes les 20 minutes depuis les élevages du Finistère, des Côtes-d'Armor, du Morbihan. Les conteneurs repartent en toutes les heures vers le port de Brest. La chaîne ne s'arrête jamais, ou presque. S'arrêter, c'est perdre de l'argent. Et perdre de l'argent n'est pas dans le vocabulaire de Charles Doux. Marcel a maintenant 38 ans, 16 ans de chaîne d'abattage. Il est arrivé en 1989 au poste d'éviscération. Il y est toujours. Pas parce qu'il n'a pas essayé d'évoluer. Il a demandé 2 fois une mutation vers le service de conditionnement, où la température est légèrement moins basse et les gestes un peu moins répétitifs. Les 2 fois, sa demande est restée sans réponse écrite. La réponse orale du chef de chaîne avait été la même. On a besoin de toi ici. 16 ans à 7 degrés. 16 ans à vider des carcasses à la cadence imposée par le convoyeur. 16 ans au SMIC. En 2005, 1 500 € net par mois. Une augmentation de 11 € depuis 2003, après que Doux a décidé de ne plus rémunérer les temps de pause. Ce qui représentait 2h30 de travail supplémentaire par semaine, sans compensation. Il ne s'est pas mis en grève. Beaucoup de ses collègues non plus. Pas parce qu'ils ne savaient pas que c'était injuste, mais parce que dans une région où le chômage dépasse 10% et où Doux est le premier employeur privé du Finistère, faire grève ressemble à jouer à la roulette russe avec son propre avenir. Sa main droite tremble légèrement le matin, depuis quelques mois. Il n'en a parlé à personne. À Riyad, Eric est désormais directeur export pour le Moyen-Orient. En 20 ans, il a bâti un réseau de relations commerciales que peu d'entreprises françaises peuvent égaler dans cette région. Il connaît les importateurs saoudiens par leur prénom, leur famille, leurs préférences. Il sait qu'un contrat au Moyen-Orient ne se signe pas dans un bureau. Il se construit autour d'un thé à la menthe, dans un salon feutré, après 30 minutes de conversation sur la famille et la météo. Il sait que la confiance, ici, vaut plus que le prix au kilo. Et la confiance, Doux en a accumulé des réserves considérables. Dans les années 2000, le groupe est le premier fournisseur de poulet halal congelé en Arabie Saoudite. Les grands importateurs, dont le groupe Al-Munajem, qui deviendra plus tard un acteur clé de cette histoire, achètent des dizaines de milliers de tonnes par an. Le poulet Doux est certifié halal, calibré selon les standards du marché local, expédié dans des délais maîtrisés et vendu à un prix que Bruxelles rend possible grâce aux restitutions. Éric le sait mieux que quiconque. Sans les subventions européennes, le poulet breton ne peut pas concurrencer le poulet brésilien sur ce marché. L'écart de coût de production est trop important, mais c'est une réalité qu'on n'évoque jamais dans les réunions commerciales. On parle de qualité, de traçabilité, de savoir-faire français. On ne parle pas des 60 millions d'euros annuels que Bruxelles verse pour maintenir les prix à niveau. Nous ne vendons pas du poulet, nous vendons la confiance de l'islam dans le produit français. C'est la phrase qu'Éric répète à ses équipes. Elle est vraie. Elle est aussi incomplète. Thomas, lui, a construit un 3e bâtiment d'élevage en 2001. 80 000 poulets par rotation, 6 rotations par an. Un investissement de 250 000 € financé par un nouvel emprunt au Crédit Agricole. Le conseiller bancaire avait regardé le contrat Doux, avait hoché la tête et avait dit « Avec ça en garantie, pas de problème ». Le contrat Doux, 2 pages, prix fixé unilatéralement par le groupe à chaque début de cycle. Délai de paiement, 30 jours à réception de la facture. Cahier des charges strict, densité, alimentation, médicaments vétérinaires, tous fournis par Doux, facturés à Thomas en déduction de son règlement. En théorie, un système intégré qui garantit la qualité de bout en bout. En pratique, un système où Thomas supporte le risque financier, l'emprunt, les bâtiments, la main-d'œuvre, tandis que Doux contrôle tous les leviers. Le prix d'achat,
le prix des intrants, le calendrier d'enlèvement. Thomas ne voit pas encore le piège. En 2005, les affaires tournent bien. Les paiements arrivent à 30 jours, comme prévu. Et quand il regarde ces 3 bâtiments alignés dans le matin brumeux du Finistère, il voit le résultat de 20 ans de travail. Il voit quelque chose de solide. Il a tort. Mais il ne le sait pas encore. 2005. L'Empire est à son apogée. 15 000 salariés. 1,350 milliard de chiffre d'affaires. Premier producteur européen de volailles. Troisième exportateur mondial. Le père dodu dans chaque réfrigérateur. Les conteneurs blancs sur tous les océans. Charles Doux a 66 ans. Il dirige le groupe depuis 40 ans. Il est l'un des hommes les plus puissants de l'agroalimentaire français, décoré, respecté, cité en exemple dans les conférences agricoles. Son groupe est une réussite industrielle incontestable. Une histoire de volonté, d'audace, de vision à long terme. C'est du moins ce que dit la légende. La réalité est plus complexe. Sous les chiffres brillants de 2005, 3 failles courent silencieusement, comme des lézards dans un mur porteur qu'on a peint trop souvent pour éviter de les voir. La première, une dépendance aux subventions européennes qui n'a jamais été ni reconnue ni corrigée. La deuxième, un empire brésilien qui commence à coûter beaucoup plus cher que prévu. La troisième, une main-d'œuvre épuisée, des éleveurs étranglés et un modèle social qui tient par la peur autant que par la loyauté. Les machines tournent, les chiffres sont beaux. Et dans les abattoirs de Châteaulin, à 7 degrés, dans l'odeur du métal froid et du sang tiède, Marcel vide des carcasses depuis 16 ans sans que personne ne lui ait jamais dit merci. L'Empire a un visage. Il s'appelle Père Dodu. Il sourit. Il existe, dans le monde de l'agroalimentaire européen, une catégorie de vérité que tout le monde connaît et que personne ne prononce à voix haute dans les salles de réunion. Pas parce qu'elles sont fausses, précisément parce qu'elles sont vraies. La vérité numéro 1 chez Doux est celle-ci. Sans les restitutions européennes, le modèle ne tient pas. Pas à moitié, pas avec des ajustements. Il ne tient pas du tout. Le mécanisme est simple à comprendre, difficile à admettre. La politique agricole commune prévoit que l'Union européenne verse aux exportateurs de produits agricoles une compensation financière lorsqu'ils vendent à des prix inférieurs au prix du marché européen. Pour le poulet congelé destiné au Moyen-Orient, cette compensation, les restitutions, représente entre 200 et 300 euros par tonne exportée. Doux exporte des centaines de milliers de tonnes chaque année. Le calcul est vite fait. Entre octobre 2007 et octobre 2008, 63 millions d'euros de restitutions versées au groupe. En 2010-2011, 60 millions d'euros. En 2012, l'année du dépôt de bilan, 55 millions d'euros versés jusqu'au dernier trimestre, jusqu'à ce que Bruxelles ferme le robinet. Sur 15 ans, plus d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros prélevés sur les contributions des citoyens européens, versés à une entreprise familiale privée, pour lui permettre de vendre du poulet breton moins cher que le poulet brésilien sur les marchés de Riyad et de Dubaï. Doux est, pendant toute cette période, le premier bénéficiaire français des aides agricoles européennes à l'exportation, toutes filières confondues, devant les céréaliers, devant les viticulteurs, devant tout le monde. Ce chiffre ne figure dans aucune publicité du groupe. Il ne figure dans aucun discours de Charles Doux lors des conférences agricoles où il est applaudi debout. Il est pourtant la clé de voûte de tout l'édifice. Éric le sait. Pas de manière abstraite, de manière très concrète, chiffrée, hebdomadaire. Chaque fois qu'il prépare une offre commerciale pour un client saoudien, le prix qu'il propose intègre, de manière invisible, les restitutions européennes. Sans elles, le prix au kilo grimpe de 30 à 40%. Le client saoudien se tourne vers le Brésil. Le contrat est perdu. Nous vendons la confiance de l'islam dans le produit français. C'est ce qu'il dit à ses équipes. Mais dans le silence de ses propres calculs, il sait que ce qu'il vend surtout, c'est un prix que Bruxelles rend possible. La confiance, oui, mais à un tarif subventionné. Il n'en parle pas. Ce n'est pas son rôle d'en parler. Et puis, se dit-il, tous les concurrents européens bénéficient du même système. C'est une règle du jeu, pas une anomalie. Ce raisonnement est exact. Il est aussi parfaitement confortable pour ne jamais remettre en question le modèle.
Ce que les restitutions permettent de ne pas faire, c'est précisément ce qui aurait dû être fait depuis les années 90. Moderniser le modèle de production, monter en gamme, réduire la dépendance à un seul type de marché, le poulet basique congelé vendu à bas prix. Les concurrents allemands et polonais, eux, ont fait ce chemin. Ils ont investi dans l'automatisation, dans la diversification, dans des produits à plus forte valeur ajoutée. Leurs coûts de production baissent, leur compétitivité monte. Ils n'ont pas besoin de Bruxelles pour vendre. Chez nous, les restitutions ont joué le rôle d'un anesthésique. Tant que l'argent arrive, la douleur n'est pas ressentie. Tant que les marges sont maintenues artificiellement, il n'y a pas d'urgence à changer. Et Charles Doux, homme de conviction, de certitude, peu enclin à remettre en question ce qui fonctionne, n'a jamais voulu entendre que ce qui fonctionne repose sur un mécanisme que Bruxelles peut interrompre à tout moment. En 1994, les accords du GATT de Marrakech imposent à l'Union européenne de réduire progressivement ses aides à l'exportation. Doux perd immédiatement la moitié de ses parts de marché à l'export. La réaction de Charles Doux ne sera pas de repenser le modèle. Elle sera de mobiliser les élus bretons, les syndicats agricoles, les ministres de l'agriculture successifs pour faire pression sur Bruxelles, pour obtenir des dérogations, pour gagner du temps. Et ça marche. Pendant 20 ans, ça marche. Bruxelles accorde. Paris négocie, les restitutions continuent. 20 ans de sursis. 20 ans pendant lesquels le problème de fond n'est pas résolu, il est simplement repoussé. Pendant ce temps, dans les abattoirs et sur les exploitations, le modèle social qui fait tourner la machine révèle sa nature profonde. En 2003, la direction de Doux prend une décision qui résume à elle seule la philosophie du groupe. Les temps de pause ne seront plus rémunérés. Concrètement, 2h30 de travail supplémentaire par semaine, sans compensation salariale. Les syndicats, CGT, CFDT, Force ouvrière, protestent. La direction ne cède pas. Les ouvriers, qui gagnent le SMIC et dont beaucoup sont les seuls actifs de leur foyer dans un Finistère où le chômage reste structurellement élevé, ne font pas grève. Ils encaissent. C'est la logique de l'Empire. En bas, on encaisse. En haut, on encaisse aussi, mais différemment. Les troubles musculo-squelettiques, les TMS, font partie du paysage médical de Châteaulin, comme la pluie fait partie du paysage climatique du Finistère. Des gestes répétitifs des milliers de fois par jour, dans le froid, sur des postures contraignantes imposées par la hauteur du convoyeur et la vitesse de la chaîne. Les poignets, les épaules, le dos. Dans les années 2000, les TMS représentent la première cause de maladie professionnelle dans les abattoirs français. Chez nous, les taux sont parmi les plus élevés du secteur. La procédure est bien rodée. Quand un salarié déclare une inaptitude liée au TMS, on lui propose une mutation. Le nouveau poste est donc présenté comme une adaptation. En pratique, il est souvent plus difficile, moins adapté aux restrictions médicales, ou situé dans un service en voie de restructuration. Quand le salarié ne peut pas tenir le nouveau poste, il est licencié pour inaptitude. La faute n'est pas dans le travail, la faute est dans le corps du travailleur. Marcel a commencé à sentir les premiers symptômes en 2004. Un tremblement léger de la main droite le matin. Une douleur sourde dans l'épaule qui ne disparaît plus après la douche. Il a continué à travailler. Il connaît la procédure. Il a vu des collègues disparaître de la chaîne après avoir déclaré leur douleur. Il a tiré ses propres conclusions. Thomas, de son côté, commence à sentir que quelque chose a changé dans ses relations avec le groupe. Mais il n'arrive pas encore à mettre des mots précis dessus. Les prix d'achat baissent assez légèrement chaque année. Pas de manière spectaculaire, quelques centimes par kilo, présentés comme une adaptation aux conditions du marché mondial. Mais quelques centimes par kilo, multipliés par 80 000 poulets par rotation et 6 rotations par an, ça représente plusieurs milliers d'euros de revenus en moins. Et dans le même temps, les prix des intrants, l'alimentation animale fournie par les usines Doux, les médicaments vétérinaires, les poussins, n'ont pas baissé, ils ont légèrement augmenté. Les taux se resserrent, imperceptiblement, régulièrement. En 2006, les délais de paiement passeront de 30 jours à 45 jours. La raison invoquée, des difficultés de trésorerie liées à la crise de la grippe aviaire. La grippe aviaire est réelle. Entre 2004 et 2006, l'épidémie mondiale fait s'effondrer la consommation de volailles dans toute l'Europe.
Doux enregistre une perte de 45,3 millions d'euros en 2005, 35,3 millions en 2006. C'est une crise sérieuse. Mais la grippe aviaire prendra fin. Les délais de paiement, eux, ne reviendront jamais à 30 jours. Thomas paie ses intrants au comptant. Il rembourse son emprunt chaque mois. Il attend l'argent de Doux 45 jours, puis 60. Il fait le calcul un soir sur la table de sa cuisine, sous la lampe, avec une feuille de papier et un stylo. Les intérêts bancaires qu'il paie sur son découvert en attendant les règlements de Doux lui coûtent, cette année-là, environ 35 000 euros. 35 000 euros que Doux ne lui versera jamais. 35 000 euros que Thomas finance lui-même, sans que son contrat en fasse la moindre mention. Sans que personne, ni à Châteaulin, ni au Crédit Agricole, ne lui ait jamais expliqué qu'il était, en réalité, en train de prêter de l'argent à l'un des groupes les plus subventionnés de France. Il rappelle son représentant Doux. La réponse est la même qu'avant. Situation difficile, vous comprenez? Thomas comprend. Il n'a pas le choix de ne pas comprendre. Ses 3 bâtiments, son emprunt, ses 82 000 poulets en cours d'élevage, tout cela ne tient que si Doux continue d'acheter. Il n'a pas d'autres clients. Il ne peut pas en avoir. C'est écrit dans le contrat. En 2008, Doux ferme 3 usines, 2 dans le Morbihan, une dans le Cher. 640 salariés perdent leur emploi. C'est la première grande saignée. Elle est présentée dans la presse comme une conséquence de la crise aviaire et de la compétition internationale. Ce qui n'est pas faux, ce qui omet de dire que pendant les mêmes années, le groupe a continué à verser des dividendes à la famille Doux, que les restitutions européennes ont continué d'affluer et qu'aucun plan sérieux de diversification ou de montée en gamme n'a été engagé. Les machines continuent de tourner, les conteneurs continuent de partir, le père Dodu continue de sourire. Mais dans les couloirs de l'abattoir de Châteaulin, quelque chose s'est fissuré, pas dans le béton, dans la confiance. Marcel le sent, Thomas le sent. Éric à Riyad commence à le sentir lui aussi, à travers les questions de plus en plus directes de ses clients saoudiens sur la stabilité financière du groupe, sur les rumeurs qui circulent dans la presse économique française, sur la capacité de Doux à honorer ses engagements de livraison à long terme. Votre groupe va bien? La question revient. Éric répond que oui, que Doux traverse une période de restructuration, que l'avenir est au Brésil, que le groupe s'adapte. Il croit encore ce qu'il dit. Pour combien de temps? Il existe une géographie de la souffrance dans les grandes usines agroalimentaires. Elle ne figure sur aucun organigramme. Elle ne s'affiche pas dans les rapports annuels. Elle se lit ailleurs, dans les dossiers médicaux de la médecine du travail, dans les archives des prud'hommes, dans les statistiques de l'assurance maladie que personne ne regroupe jamais sous le nom d'une seule entreprise. Dans les abattoirs de Doux, cette géographie a une température 7 degrés. 7 degrés, c'est la température réglementaire des ateliers d'abattage et d'éviscération. Pas moins. Les normes sanitaires l'exigent pour ralentir la prolifération bactérienne sur les carcasses. Pas plus. La chaîne du froid commence ici, dans ces salles carrelées de blanc, où les néons ne s'éteignent jamais. 7 degrés pendant 8 heures, 5 jours par semaine, 46 semaines par an. Pendant des années, pendant des décennies. Le froid n'est pas le pire. Le pire, c'est la répétition. Un poste d'éviscération sur chaîne d'abattage exige environ 86 gestes distincts par minute. 90 gestes par minute, c'est 5400 gestes par heure, 43 200 gestes par journée de 8 heures. Les mêmes gestes, les mêmes angles de poignet, les mêmes rotations d'épaules, les mêmes positions de dos, légèrement courbées vers l'avant pour atteindre le convoyeur à la bonne hauteur. Les troubles musculo-squelettiques, les TMS, ne sont pas un accident. Ils sont la conséquence mécanique, prévisible, documentée depuis les années 80 par la médecine du travail, de ce type de travail répétitif en ambiance froide. Les tendons s'enflamment, les gaines synoviales s'usent, les nerfs se compriment, le syndrome du canal carpien, la tendinite de l'épaule, les lombalgies chroniques. Ce ne sont pas des maladies rares ou imprévisibles, ce sont les maladies professionnelles de la chaîne d'abattage, aussi certaines que la silicose l'était pour les mineurs de fond. Dans les années 2000, les abattoirs français affichent le taux de TMS le plus élevé de toute l'industrie manufacturière nationale.
Les sites doux ne font pas exception. Ils sont dans la moyenne haute. La direction le sait, les médecins du travail le savent, les délégués syndicaux le savent. Et pourtant, pendant des années, rien ne change sur la chaîne. La cadence ne ralentit pas, les postures ne sont pas corrigées, les équipements ergonomiques ne sont pas installés. Parce que ralentir la chaîne, c'est réduire le volume abattu. Et réduire le volume abattu, c'est réduire le chiffre d'affaires. Et réduire le chiffre d'affaires, dans la logique d'où, n'est pas une option. Marcel a 52 ans en 2009. 20 ans de chaîne. 20 ans au même poste, avec les mêmes gestes, dans le même froid. Sa main droite tremble maintenant tous les matins pendant la première heure de travail. Son épaule gauche le réveille la nuit. Le médecin du travail l'a examiné en janvier. Diagnostic. TMS bilatéral aux membres supérieurs, stade 2 sur 3. Restriction d'aptitude. Éviter les gestes répétitifs en ambiance froide. La phrase est absurde dans le contexte de son poste. Éviter les gestes répétitifs en ambiance froide. C'est la définition de son travail depuis 1989. Le chef du personnel lui propose une mutation. Le nouveau poste. Manutentionnaire au dépôt réfrigéré. Température, moins 2 degrés. Charge à déplacer, entre 15 et 25 kilos. Gestes répétitifs. Oui, différent de l'éviscération, mais répétitif quand même, et dans une ambiance encore plus froide. Marcel regarde la fiche de poste. Il regarde le chef du personnel. Il ne dit rien. Il accepte. Parce qu'il a encore 8 ans avant la retraite. Parce que son fils aîné vient de perdre son emploi à Brest et revient vivre à la maison. Parce que perdre son salaire maintenant serait une catastrophe dont il ne se relèverait pas. Il tient 6 mois au dépôt. En octobre 2009, le médecin du travail prononce l'inaptitude définitive à tout poste dans le groupe. Marcel est licencié pour inaptitude professionnelle. Indemnité, 3 mois de salaire, soit 4 500 €. 20 ans de travail, 4 500 €. Il rentre chez lui ce soir-là sans passer par le bistrot, sans appeler personne. Sa femme est dans la cuisine. Il s'assoit à la table. Il ne mange pas. Il reste là jusqu'à ce que la nuit tombe sur le Finistère, les yeux fixés sur le carrelage, ses mains posées à plat sur la table, ses mains qui tremblent encore, même maintenant, même au repos, même loin de la chaîne. Ce que Marcel ne sait pas, ce soir-là, c'est qu'il est loin d'être seul. Depuis 2000, plus de 2000 salariés ont quitté le groupe Doux par vagues successives, à travers des plans de restructuration locaux, des fermetures de sites partiels, des licenciements pour inaptitude, des ruptures conventionnelles négociées dans des bureaux fermés. 2000 personnes en 10 ans, suffisamment peu à la fois pour ne pas déclencher une mobilisation nationale, suffisamment régulièrement pour maintenir une pression constante sur ceux qui restent. C'est une arithmétique sociale très précise. Elle n'est pas écrite dans un manuel de management. Elle n'a pas besoin de l'être. Elle fonctionne parce que chaque salarié qui reste sait ce qui arrive à ceux qui partent et tire ses propres conclusions sur ce qu'il faut faire pour rester. Se taire, tenir, ne pas montrer la douleur. À 30 kilomètres de Châteaulin, dans son exploitation du Finistère, Thomas n'est pas en meilleure posture. Nous sommes en 2008. Les délais de paiement de Doux sont maintenant à 60 jours, pas 45. 60. L'explication donnée par le représentant du groupe a changé. Ce n'est plus la grippe aviaire, c'est la pression des marchés mondiaux, la nécessité de s'adapter, la solidarité de filière. Des mots qui ne paient pas les intérêts bancaires. Thomas fait ses comptes une fois par trimestre, toujours sur la même feuille de papier, toujours sous la même lampe. Cette année, l'écart entre ce qu'il devrait recevoir à 30 jours et ce qu'il reçoit à 60 jours lui coûte 52 000 € d'intérêt sur découvert. 52 000 € qu'il finance seul, sans compensation, sans mention dans son contrat, sans possibilité de négociation. Il a essayé de négocier une fois en 2007. Il a demandé un rendez-vous avec le responsable des relations éleveurs du groupe. Le rendez-vous a eu lieu. Il a duré 25 minutes. Le responsable lui a expliqué que les conditions contractuelles étaient les mêmes pour tous les éleveurs intégrés, que Doux faisait face à des défis structurels importants et que la solidarité de filière était la seule réponse collective possible à la concurrence internationale. Thomas est reparti avec la même feuille de route et le même découvert. Ce qui le maintient, c'est une conviction qui ressemble de plus en plus à une superstition. Doux est trop grand pour tomber. 15 000 salariés, 1 milliard € de chiffre d'affaires. Les restitutions européennes,
le soutien de Paris, les élus bretons qui montent au créneau à chaque menace de fermeture. Un groupe comme ça ne disparaît pas. Ce n'est pas possible. Thomas le croit. Il a besoin de le croire. Et puis il y a ce que personne ne voit vraiment, ce que les caméras de surveillance ne montrent pas, ce que les visiteurs extérieurs n'approchent jamais, ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments d'élevage intensif où les poulets de Doux passent leurs 30 jours d'existence. En 2017, nous anticipons légèrement, mais ce que révèlent ces images éclaire ce qui se construisait depuis des décennies. L'association de défense animale L214 publie des images filmées clandestinement à l'intérieur de plusieurs élevages fournissant le groupe Doux. Ce que montrent ces images devient immédiatement viral sur les réseaux sociaux français. Des animaux entassés à des densités extrêmes, des poulets incapables de se déplacer sous leur propre poids après quelques semaines de croissance accélérée, des conditions sanitaires que le grand public découvre avec une stupéfaction mêlée d'écœurement. Ces images ne révèlent pas une exception. Elles révèlent un standard industriel. Le standard de l'élevage intensif à bas coût que Doux a contribué à imposer en Bretagne depuis les années 60. Un standard rendu possible par les subventions européennes, maintenu par la pression sur les éleveurs et dissimulé derrière le sourire du père Dodu. Pour Terrena, la coopérative agricole qui est alors le principal actionnaire du groupe Doux depuis la restructuration de 2012. Ces images sont la goutte qui fait déborder un vase déjà plein. La réputation, les pertes financières chroniques, les restructurations à répétition. Trop, il faut trouver une sortie. Mais nous n'en sommes pas encore là. En 2009, Marcel regarde ses mains posées sur la table de sa cuisine. En 2009, Thomas regarde ses 3 bâtiments dans le brouillard du matin et espère que Doux tiendra. En 2009, Eric rentre de Riyad avec un carnet de commandes solide et une inquiétude qui grandit à chaque trimestre de résultats. Et à Châteaulin, dans l'abattoir qui ne dort jamais, la chaîne tourne. Les carcasses défilent, les mains travaillant dans le froid. Des mains que personne ne voit, des vies que personne ne compte, des douleurs que personne n'additionne. L'empire brille de l'extérieur. À l'intérieur, il est déjà en train de se consumer. En 1998, quand Charles Doux annonce le rachat de Francosul, le premier producteur de volailles du Brésil, les manchettes des journaux agricoles bretons sont unanimement enthousiastes. Doux s'offre le Brésil. Le géant breton conquiert l'Amérique du Sud. Une acquisition historique pour la filière avicole française. L'enthousiasme est compréhensible. Sur le papier, la logique est parfaite. Le Brésil produit du poulet à un coût 36% inférieur à la France. Le climat, la surface agricole disponible, le coût de la main-d'œuvre, le prix des céréales. Tout conspire à rendre la production avicole brésilienne structurellement moins chère que la production européenne. En achetant Francosul, 5 abattoirs, des dizaines de milliers de salariés, une capacité de production colossale dans les États du Rio Grande do Sul et du Paraná, Doux se dote d'un outil de production low cost, à même de concurrencer les opérateurs brésiliens sur leur propre terrain et d'alimenter les marchés du Moyen-Orient à des prix imbattables. C'est du moins ce que dit le plan stratégique. La réalité brésilienne va s'avérer d'une toute autre nature. Le premier problème est politique. Le Brésil de Lula, élu en 2002, puis de Dilma Rousseff à partir de 2011, n'est pas le Brésil libéral des années 90. C'est un Brésil qui protège ses champions nationaux, qui subventionne ses exportateurs agricoles, qui utilise le réal comme instrument de politique commerciale. Les opérateurs brésiliens, JBS, Marfrig, BRF, sont des mastodontes qui reçoivent un soutien étatique massif et qui ont une ambition très claire. Conquérir les marchés mondiaux du poulet, y compris ceux que Doux considère comme son précaré depuis 30 ans. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats. Le poulet brésilien arrive sur ces marchés à des prix que même les restitutions européennes ne permettent plus à Doux d'égaler. L'écart n'est plus de quelques centimes par kilo. Il est structurel, massif et ne se comblera pas. Le deuxième problème est financier. Francosul coûte à Doux plusieurs centaines de millions d'euros entre le prix d'acquisition, les investissements de mise aux normes et les développements de capacités engagées dans les premières années. Une partie de cette somme est financée par endettement. Et le Brésil, contrairement aux projections initiales,
ne génère pas les flux de trésorerie attendus, parce que la concurrence locale est féroce, parce que les coûts de développement ont été sous-estimés et parce que le marché intérieur brésilien, que Doux espérait conquérir, est verrouillé par des acteurs locaux infiniment mieux implantés. En 2009, Doux tente une première sortie. Fransosul est vendu à Marfrig, l'un des grands opérateurs brésiliens, pour 23,6 millions d'euros. La somme est dérisoire au regard de ce qui a été investi. C'est une liquidation, pas une cession. Mais le pire est que la vente ne règle pas le problème. Les dettes contractées pour financer l'aventure brésilienne restent au bilan du groupe. 200 millions d'euros que Doux traîne comme un boulet, sans actifs correspondants pour les couvrir. En mai 2012, une dernière tentative. Les actifs brésiliens restants sont confiés en gestion locative à JBS Fribois, le géant mondial de la viande, dans le cadre d'un contrat de 10 ans. Doux touche un loyer. Mais la dette de 200 millions d'euros, elle, reste. Elle ne partira pas avec les actifs. Elle reste inscrite dans les comptes du groupe, irréductible, comme une pierre attachée à la cheville d'un nageur en difficulté. Eric apprend le montant exact de la dette brésilienne en mai 2012, dans un email interne classifié confidentiel qu'il reçoit à 22 heures un soir, sur son ordinateur de bureau à Rennes. Il relit le chiffre 3 fois. 200 millions d'euros. Plus les dettes d'exploitation, plus les découverts bancaires, plus les arriérés fournisseurs. Le total consolidé dépasse 300 millions. Certaines sources internes évoquent 430 millions. Il ferme son ordinateur. Il reste dans son bureau vide pendant 1 heure, dans le silence du bâtiment administratif de Châteaulin, à écouter le bruit sourd des camions frigorifiques qui manœuvrent dans la cour en contrebas. La chaîne tourne, les camions arrivent, les conteneurs partent. Et pendant ce temps, dans les tableurs Excel d'un département financier que peu de gens ont le droit de consulter, le groupe Doux est en train de se noyer. Le lendemain matin, Eric appelle son contact principal chez Almunagem à Riyad. « Comment allez-vous ?»« Très bien. Et vous, votre groupe se porte bien ?»« Nous traversons une période de transition. » Un silence de 3 secondes sur la ligne. Son interlocuteur saoudien a des informations. Il lit la presse économique française. Il sait ce que période de transition signifie dans la bouche d'un directeur commercial dont le groupe vient de recevoir un email confidentiel à 22 heures. « Je comprends. Nous restons fidèles à nos partenariats. » Eric raccroche. Il ne sait pas encore si c'est une promesse ou un avertissement. Il y a, dans l'histoire du groupe Doux, un moment qui dépasse la mauvaise gestion, qui dépasse l'aveuglement stratégique, qui dépasse même l'exploitation sociale documentée dans les ateliers de Châteaulin. Un moment où le groupe cesse d'être la victime d'une mondialisation impitoyable et devient l'auteur conscient d'une fraude organisée. Ce moment couvre les années 2010 à 2012. Le mécanisme est le suivant. Les restitutions européennes versées à Doux sont calculées sur la base du poids des volailles exportées. Plus le poids déclaré est élevé, plus la subvention perçue est importante. Entre 2010 et 2012, le groupe Doux procède à l'injection systématique d'eau dans les carcasses de poulet avant leur pesée officielle. L'eau augmente le poids. Le poids augmente la subvention. La subvention compense une partie des pertes. Ce n'est pas une erreur de procédure. Ce n'est pas une pratique isolée dans un seul abattoir. C'est un système organisé, répété, connu à plusieurs niveaux de la hiérarchie. Le tribunal administratif de Rennes le confirmera le 10 avril 2018 en validant une amende de 82 millions d'euros infligée au groupe pour avoir indûment perçu des aides à l'exportation de l'Union européenne, en manipulant les poids déclarés. 82 millions d'euros. Le montant le plus élevé jamais prononcé contre un opérateur de la filière avicole française. Mais en 2012, la fraude n'est pas encore jugée. Elle est soupçonnée par les services douaniers européens, instruite discrètement, loin des caméras. Et pendant que l'instruction progresse, le groupe continue de se battre pour sa survie. Le 1er juin 2012, Charles Doux dépose le bilan devant le tribunal de commerce de Quimper. Il a 73 ans. Il est arrivé à pied depuis son bureau, à quelques centaines de mètres du palais de justice, dans les rues de Quimper baignées d'un soleil de début d'été qui contraste violemment avec l'atmosphère de la salle d'audience. Il porte un costume gris, il marche droit. Il ne regarde pas les journalistes massés devant l'entrée. Dehors, 200 salariés et éleveurs ont fait le déplacement. Ils tiennent des pancartes. Doux,
Sauver nos emplois. Bretagne en danger. Certains sont venus en car depuis Châteaulin, depuis Quimperlé, depuis les exploitations du Finistère. Ils ne savent pas encore précisément ce qui se passe derrière les murs du tribunal. Ils savent que quelque chose se termine. Le tribunal prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La date de cessation des paiements est fixée au 31 mai 2012. Un administrateur judiciaire est nommé. La période d'observation commence. Ce jour-là, Marcel est chez lui. Il a perdu son poste 3 ans plus tôt, en 2009, licencié pour inaptitude après 20 ans de chaîne. Il regarde le journal télévisé du soir. Il voit Charles Doux sortir du tribunal de commerce de Quimper, encadré par ses avocats, sans un mot pour les caméras. Il éteint la télévision. Les mois qui suivent sont une succession de coups portés à un corps déjà à terre. En août 2012, la liquidation du pôle volaille fraîche est prononcée. 1000 salariés supplémentaires perdant leur emploi. Les lignes de production de poulets frais, les dindes fraîches, les produits sous label. 10 sites en France. 3 seulement trouvent un repreneur. Les 7 autres ferment. Les syndicats dénoncent la vitesse de la procédure, l'absence de plan de reclassement sérieux, la proximité supposée entre les juges consulaires et les intérêts de la famille Doux. Le tribunal reste sourd. Thomas reçoit un appel de son représentant Doux en septembre 2012. Le groupe va se concentrer sur les activités export, poulets congelés et produits élaborés. Les contrats d'élevage pour les poulets frais sont résiliés immédiatement. Thomas a 80 000 poulets en cours d'élevage. Ils ont 18 jours. Il leur en faut 12 de plus avant d'atteindre le poids d'abattage. Doux n'enlèvera pas ses poulets. Doux ne paiera pas pour cette fournée. Il reste assis dans sa cuisine pendant 1 heure après avoir raccroché. Dehors, dans les bâtiments, 80 000 poulets continuent de manger, de grossir, d'ignorer ce qui vient de se passer dans la conversation téléphonique de leur éleveur. Thomas pense à son emprunt. Il pense aux 18 mois de délai de paiement accumulé que Doux ne lui a jamais compensé. Il pense au conseiller du Crédit Agricole qui lui a dit en 1992 que le contrat Doux était une garantie solide. Il appelle sa femme depuis la fenêtre du bureau. Il ne trouve pas les mots. Il lui dit juste « Viens ». En janvier 2013, Bruxelles annonce le gel définitif des restitutions européennes à l'exportation de volailles congelées. Le robinet est fermé. Pas progressivement, définitivement. Pour Doux, qui a survécu au redressement judiciaire de 2012 en pariant sur un maintien partiel de ses aides, c'est le second coup de grâce. Le plan de continuation validé par le tribunal de Quimper reposait sur une hypothèse de subvention maintenue à un niveau partiel. Cette hypothèse vient d'être invalidée par une décision administrative prise à 1500 km de Châteaulin. Les années 2013 à 2017 sont 5 années de saignée lente. L'abattoir de Châteaulin supprime la 3e équipe de nuit en 2015. La cadence quotidienne passe de 510 000 volailles à 340 000. Les éleveurs encore liés au groupe voient leur volume d'enlèvement réduit d'1 tiers. Certains ne peuvent plus couvrir leurs charges fixes. Plusieurs mettent la clé sous la porte. En 2017, les images de L214 sortent. La presse nationale s'empare du sujet. Les ventes de paires d'odus chutent. Terrena, la coopérative actionnaire, perd 35 millions d'euros par an sur sa filiale Doux depuis 2 ans. Elle annonce publiquement qu'elle cherche un repreneur. Eric, lors de son dernier voyage à Riyad en octobre 2017, dîne avec son interlocuteur historique chez Al-Munajjem. La conversation est cordiale, comme toujours. Mais à un moment, son hôte pose sa tasse de thé et dit, sans détour, « Eric, si Doux disparaît, nous reprenons l'abattoir de Châteaulin nous-mêmes. Nous avons les moyens, nous avons le marché, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire français. » Eric hoche la tête. Il sourit. Il dit que Doux ne disparaîtra pas. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel à Riyad, il ne dort pas. Il pleut sur Rennes ce matin-là. Pas une pluie d'orage, une pluie bretonne, patiente et grise, qui ne fait pas de bruit sur les toits et ne s'arrête pas. Le genre de pluie qui s'installe pour la journée sans prévenir, qui mouille les manteaux sans qu'on s'en rende compte, qui transforme les trottoirs en miroirs ternes, reflétant les façades haussmanniennes du centre-ville. Il est 8h30. Les cafés autour du palais de justice commencent à se remplir de cols relevés et de parapluies dégoulinants. Devant le tribunal de commerce de Rennes, rue du Prébauté,
Un groupe d'une quarantaine de personnes s'est formé sur le trottoir. Des délégués syndicaux avec des brassards CGT et CFDT. Quelques éleveurs en ciré vert. Des journalistes avec des caméras sous des housses plastiques. Et des salariés. Ceux qui travaillent encore pour le groupe. Ceux qui ont survécu aux vagues de 2012 et 2015. Ceux qui sont venus en car depuis Châteaulin ce matin, à 6 heures, pour savoir. Ils sont beaucoup moins nombreux qu'en 2012. 6 ans d'épuisement, de restructuration, de faux espoirs et de plans sociaux ont eu raison des énergies. En 2012, ils étaient 200 devant le tribunal de Quimper. Ce matin, ils sont 40. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la fatigue. À l'intérieur du bâtiment, dans le couloir qui mène à la salle d'audience, Éric attend assis sur un banc en bois. Il a pris le TGV depuis Paris à 6 heures du matin. Il porte son manteau bleu marine, le même qu'il emporte à Riyad depuis 10 ans. Il a les mains croisées sur les genoux et il regarde le sol carrelé devant lui sans le voir vraiment. Il sait ce qui va se passer. Al-Munajem l'a appelé la semaine précédente. Discret comme toujours, mais explicite. Si le tribunal valide l'offre du consortium, Éric a un poste chez France Poultry, la nouvelle structure qui reprendra l'abattoir de Châteaulin. Même travail, même marché, même trajet Rennes-Riyad. Mais sous pavillon saoudien, pas français. Il a dit qu'il réfléchissait. Il n'avait pas besoin de réfléchir. Il a 59 ans. Il n'a pas d'autre choix viable. Et il le sait. Dans la salle d'audience, 2 offres de reprise sont sur la table. La première est celle du consortium emmené par LDC, le groupe français, le Gaulois, accompagné du groupe saoudien Al-Munajem. Leur proposition: reprendre l'activité de poulet congelé export depuis l'abattoir de Châteaulin, les sites de produits élaborés de Quimper et de Plouray, et maintenir 912 emplois sur les 1187 que compte encore le groupe. Le prix payé pour les actifs est modeste. Les engagements sociaux, eux, sont chiffrés. La seconde est celle du groupe ukrainien MHRP, Mironivsky Liboproduct, premier producteur de volailles d'Ukraine, qui propose de reprendre les sites bretons tout en transférant progressivement une partie de la production vers l'Ukraine pour réduire les coûts. MHP s'engage à investir 150 millions d'euros, mais conditionne cette offre à des aides publiques de l'ordre de 70 millions d'euros de l'État français et de la région Bretagne. Le tribunal a étudié les 2 dossiers pendant des semaines. Ce matin, il rend sa décision. À 9h45, le président du tribunal prend la parole. Liquidation judiciaire de l'ensemble des activités du groupe Doux. Validation de l'offre de reprise du consortium LDC Al-Munajem pour les actifs bretons. Prolongation des activités jusqu'au 31 mai 2018 pour permettre la transition. 912 emplois sauvés. 275 personnes sans repreneur. Dans la salle, un délégué syndical baisse la tête. Il avait compté. Il comptait depuis ce matin, depuis la semaine dernière, depuis des mois. 912 sur 1187. 275 personnes qui vont recevoir une lettre, qui vont rentrer chez eux avec une boîte en carton contenant les objets personnels de leur bureau ou de leur vestiaire, qui vont devoir expliquer à leur famille. Dehors, sous la pluie bretonne, un des éleveurs présents sur le trottoir reçoit un SMS de son fils. C'est quoi le résultat? Il range son téléphone dans sa poche sans répondre. Il ne sait pas encore quoi dire. À 600 km de là, dans le Finistère, Marcel est chez lui. Il est 8h50 du matin. Il a regardé les informations sur France 3 Bretagne depuis 7 heures. Une tasse de café refroidi devant lui sur la table de la cuisine. Sa femme est partie travailler à la caisse d'une grande surface de Châteaulin, l'un des 2 revenus du foyer, depuis que les indemnités de chômage de Marcel sont épuisées. Son fils vit toujours là, au premier étage. Il cherche du travail depuis 18 mois. La journaliste de France 3 parle devant le tribunal de commerce de Rennes. Elle dit liquidation judiciaire. Elle dit 912 emplois repris. Elle dit 275 sans solution. Marcel éteint la télévision. Il ne pleure pas. Il n'est pas en colère. Ou plutôt, la colère est là depuis si longtemps qu'elle a perdu sa chaleur, qu'elle s'est transformée en quelque chose de plus froid et de plus stable, quelque chose qui ressemble à une certitude plutôt qu'à une émotion. La certitude que les choses se sont passées exactement comme elles devaient se passer, que le résultat était écrit depuis longtemps, que lui, Marcel, 20 ans de chaîne,
4 500 € d'indemnité, les mains qui tremblent encore le matin, lui n'a jamais vraiment compté dans les équations qui ont conduit à cette journée. Il met son manteau, il sort dans le jardin, il s'assoit sur la vieille chaise en plastique blanc, décolorée par les hivers bretons, sous le cerisier qui n'a pas encore fleuri. Il reste là, dans la pluie fine, sans bouger, les mains à plat sur les genoux, immobile. À 30 kilomètres de Châteaulin, Thomas est dans sa cour. Il a reçu l'appel de son interlocuteur chez Yerbreich, la nouvelle structure créée par le consortium pour gérer l'amont de la filière, à 11 heures du matin. Le message est simple. Les éleveurs du Finistère liés au circuit export seront maintenus. Almunagem continuera d'acheter les poulets. La transition sera assurée. Thomas raccroche. Il reste debout au milieu de sa cour, entre ses 3 bâtiments d'élevage. Le premier construit par son père, le deuxième construit par lui en 1992 avec le premier emprunt, le troisième construit en 2001 avec le second. 30 ans de dettes, de travail, de poulets, de factures en retard, de nuits à faire des comptes sous la lampe. Il a survécu. Techniquement, à cet instant précis, il a survécu. Mais avec quel prix d'achat? Fixé par qui? Le représentant de Yerbreich a dit « On vous communiquera les conditions dans les prochaines semaines ». Les prochaines semaines. Thomas a encore 80 000 poulets en cours d'élevage. Il ne peut pas attendre les prochaines semaines pour savoir si l'équation financière est tenable. Il rentre dans la cuisine. Il sort sa feuille de calcul habituelle. Il pose son stylo sur le papier. Et il attend. Dans le couloir du tribunal de commerce de Rennes, Éric sort de la salle d'audience à 10h20. Il s'arrête dans le couloir. Il sort son téléphone. Il a un message d'Almunagem envoyé à 10h15, 5 minutes après le verdict. « Félicitations, on se parle demain. Bienvenue dans l'équipe. » Il relit le message 2 fois. « Bienvenue dans l'équipe. » Lui qui a passé 30 ans à vendre le poulet breton aux Saoudiens, va maintenant travailler pour les Saoudiens qui ont racheté les actifs bretons. Le cercle est complet. Il est parfaitement, géométriquement fermé. Il pense à 1987. Le vol Rennes-Riyad, le veston neuf, le catalogue de produits doux sous le bras, la conviction d'un homme de 28 ans que le commerce international est l'avenir et que Doux est la seule entreprise en Bretagne à jouer vraiment dans cette cour-là. Il avait raison à l'époque. Il avait juste tort sur qui, au final, allait tenir les cartes. Il range son téléphone. Il boutonne son manteau bleu marine. Il pousse la porte du palais de justice et sort sous la pluie bretonne. À Châteaulin, l'abattoir tourne. Il est 11 heures du matin. Les équipes de jour sont en pleine activité. Le convoyeur défile à cadence normale. Les carcasses progressent sous les néons blancs. Les mains travaillent dans le froid. 7 degrés, comme toujours, comme depuis 1955, comme depuis que Pierre Doux a ouvert cette bâtisse en bordure de l'Aulne, et que des hommes et des femmes du Finistère ont commencé à y passer leur journée dans le bruit et le froid pour gagner le SMIC. Le verdict du tribunal n'a pas arrêté la chaîne. Rien n'arrête la chaîne. C'est l'une des lois fondamentales de ce lieu, une loi plus ancienne et plus stable que les procédures judiciaires, que les offres de reprise, que les liquidations et les restructurations. La chaîne tourne parce que des conteneurs attendent au port de Brest. Des conteneurs attendent parce que des commandes ont été passées à Riyad. Des commandes ont été passées à Riyad parce que des millions de personnes au Moyen-Orient mangent du poulet congelé produit en Bretagne depuis 40 ans. Cela continuera après Doux, sous un autre nom, avec un autre drapeau. 57 jours encore sous le nom Doux, puis France Poultry, puis peut-être autre chose. Les mains sur le convoyeur ne savent pas. Elles travaillent. C'est ce qu'elles font depuis toujours, à 7 degrés, dans le bruit sourd des machines, sans que personne ne les voie vraiment. Il y a une image que les caméras de télévision ne filmeront pas ce 4 avril 2018. Pas le tribunal, pas les syndicats sous la pluie, pas Éric dans le couloir avec son téléphone, pas Thomas dans sa cour avec sa feuille de calcul vide. L'image est celle-ci. Dans un jardin du Finistère, un homme de 61 ans est assis sur une chaise en plastique blanc sous un cerisier qui n'a pas encore fleuri. Il a les mains posées à plat sur les genoux. Il ne bouge pas. La pluie bretonne tombe sur lui doucement, sur ses épaules, sur ses mains.
Ses mains qui ont fait 43 000 gestes par jour pendant 20 ans dans le froid d'un abattoir dont il ne verra plus jamais l'intérieur. Il ne pleure pas, il reste là, comme si s'asseoir sous cette pluie fine et froide, dans ce jardin silencieux, était la seule chose qui lui restait à faire. Comme si, après tout ce temps, après toutes ces années de chaîne et de silence et de douleur contenue, il avait enfin le droit de ne rien faire du tout. L'Empire est tombé, Marcel est toujours là. Dans les semaines qui suivent le 4 avril 2018, le groupe 12 cesse d'exister administrativement, par étapes successives, comme un corps qui continue de fonctionner quelques heures après que le cerveau a rendu les armes. Les camions circulent encore, les chaînes tournent encore, les poulets continuent d'être abattus à Châteaulin, conditionnés, chargés sur des porte-conteneurs en partance pour Jeddah. Mais le nom sur les documents de transport change progressivement. Doux disparaît, France Poultry apparaît. La transition est propre, efficace, presque invisible de l'extérieur. Ce qui ne disparaît pas aussi proprement, c'est ce que le groupe laisse derrière lui dans le tissu social du Finistère et de la Vendée. À Chantonnay, en Vendée, l'usine ferme sans repreneur. 145 salariés en CDI. Pas d'offre de reprise, pas de plan de reconversion immédiat, pas de bassin d'emploi industriel capable d'absorber en quelques mois une centaine d'ouvriers spécialisés dans la transformation de volailles. Le site est mis sous scellé. Les machines restent à l'intérieur. Les parkings se vident. Pour ces 145 personnes, il n'y a pas eu de tribunal de commerce qui a validé une offre de reprise. Il n'y a pas eu de consortium saoudien pour reprendre les actifs. Il y a eu une lettre recommandée, une convocation à un entretien préalable et un chèque. Les syndicats locaux parlent d'abandon. Ils ont raison. À 30 km de là, dans les pays de la Loire, le site de Bali, un couvoir, ferme également. Les fermes d'élevage qui lui étaient liées sont reprises en partie par Terena et LDC, dans le cadre de la nouvelle structure Yerbreij, mais dans des conditions que certains éleveurs décriront plus tard comme une reprise de façade. Les mêmes bâtiments, les mêmes dettes, mais des prix d'achat recalibrés à la baisse et des contrats à durée déterminée, là où il y avait des engagements à long terme. Le dossier de la fraude, lui, suit son propre calendrier. Le 10 avril 2018, 6 jours après la liquidation judiciaire, le tribunal administratif de Rennes confirme l'amende de 82 millions d'euros infligée au groupe pour avoir manipulé les poids de volaille exportés entre 2010 et 2012, percevant ainsi des restitutions européennes supérieures à ce à quoi il avait droit. 82 millions d'euros. Le chiffre est astronomique pour une filière agroalimentaire. C'est l'équivalent de 18 mois de restitution au niveau de 2012. C'est l'équivalent de 25 000 salaires au SMIC sur un an. Mais le groupe Doux est en liquidation judiciaire depuis 6 jours. Il n'a plus d'actifs significatifs. Il n'a plus de trésorerie. La question de savoir qui va réellement payer cette amende, si tant est qu'elle soit jamais recouvrée, reste entière. Les créanciers sont nombreux. Les actifs sont rares. La famille Doux dispose de patrimoine personnel dont la composition exacte n'est pas du domaine public. L'amende existe. Son recouvrement effectif est une autre histoire. Une histoire qui se règle dans des cabinets d'avocats et des procédures civiles que les caméras de télévision ne filment pas. Ce qui est certain, c'est que pendant 2 ans, entre 2010 et 2012, des employés du groupe Doux ont injecté de l'eau dans des carcasses de poulet pour toucher plus d'argent public. Pendant ces mêmes 2 années, Marcel recevait 1 500 € par mois. Thomas attendait ses paiements à 90 jours et les restitutions européennes, majorées par la fraude, continuaient d'affluer. Marcel, lui, n'a pas attendu le verdict du tribunal administratif pour tirer ses conclusions. En 2018, il a 61 ans. 9 ans se sont écoulés depuis son licenciement pour inaptitude. Dans ces 9 ans, il a cherché du travail pendant 3 ans. Des candidatures sans suite dans des entrepôts logistiques, des plateformes de tri postal, une conserverie de légumes à 30 km. Trop vieux pour certains postes, pas assez qualifié sur le papier pour d'autres, et portant dans ses mains tremblantes la marque physique de 20 ans, passée dans le froid d'un abattoir, que les employeurs potentiels lisent comme un signal d'alarme médicale. Les indemnités de chômage se sont taries en 2012. Depuis lors, le foyer vit sur le salaire de sa femme, caissière dans une grande surface, et sur des aides sociales
dont il n'aurait jamais imaginé, à 30 ans, avoir besoin un jour. Son fils aîné a finalement trouvé un emploi à Brest en 2016, intérimaire dans une usine de conditionnement alimentaire, aux mêmes conditions que celles que son père avait fui sans le savoir. Sa fille est à Paris depuis 2015. Elle ne reviendra pas. J'ai travaillé 20 ans pour eux. 20 ans dans le froid. Ils m'ont donné 3 mois de salaire et ils sont partis. Ce n'est pas de l'amertume dans sa voix quand il dit ça. C'est quelque chose de plus calme, de plus définitif. Le constat d'un homme qui a compris trop tard et trop clairement ce que valait sa place dans l'équation. Thomas, lui, a survécu. Il faut dire le mot clairement. Il a survécu. Pas prospéré. Pas été indemnisé pour les années de délai de paiement abusif, pour les intérêts bancaires qu'il a couverts de sa poche, pour la décennie des taux financiers silencieux. Il a survécu au sens le plus littéral. Il est encore éleveur, ses bâtiments sont encore debout, il a encore un contrat. Le contrat est avec France Poultry, Almunagem. Les prix d'achat sont inférieurs de 15% à ceux de Doux en fin de période. Les délais de paiement sont revenus à 30 jours, ce qui, paradoxalement, est une amélioration par rapport aux dernières années Doux. Le cahier des charges a changé, les poulets doivent être légèrement plus lourds, les normes halal sont vérifiées plus rigoureusement, les calendriers d'enlèvement sont fixés par une équipe basée à Riyad, pas à Châteaulin. Thomas travaille maintenant pour le Moyen-Orient de manière beaucoup plus directe qu'il ne l'a jamais fait. Ce n'est plus un directeur commercial breton qui sert d'intermédiaire entre lui et le client final. C'est Almunagem directement qui décide du prix, du volume, du calendrier. La chaîne est plus courte. Elle est aussi plus froide. Avant, Doux nous traitait mal, mais Doux était breton. On parlait la même langue. On se disputait en breton, si je puis dire. Maintenant, les décisions viennent de Riyad. Personne ne se dispute. On exécute. Il n'a pas quitté. Il ne quittera pas. Il a 62 ans et 3 bâtiments d'élevage qu'il ne peut pas vendre à un prix qui couvrirait ses dettes. Il continuera. En mai 2019, un an après la reprise, l'abattoir de Châteaulin abat 340 000 poulets par jour sous le nom France Poultry. 495 salariés. 95% de la production part à l'export vers le Moyen-Orient. Le logo sur les camions est bleu, pas rouge. Le nom sur les contrats de travail a changé. Mais la chaîne tourne dans les mêmes ateliers carrelés de blanc, à la même température, avec les mêmes gestes. La Bretagne fournit toujours 40% de la production nationale de volaille. 50% du poulet consommé en France est désormais importé. D'Allemagne, de Pologne, du Brésil, d'Ukraine. Le marché que Doux prétendait conquérir pour la France a été perdu. Pas à cause d'une catastrophe naturelle, pas à cause d'une guerre commerciale imprévue, à cause d'un modèle qui n'a jamais été conçu pour être autonome, seulement pour être subventionné. Ce que l'histoire du groupe Doux révèle, en regardant en arrière avec la clarté que donne la distance, n'est pas une simple histoire d'échec industriel. C'est quelque chose de plus précis, de plus instructif et de plus inconfortable. La première leçon est celle de la dépendance confondue avec la force. Pendant 20 ans, les restitutions européennes ont permis à Doux de ne pas faire ce qu'il aurait dû faire. Investir dans l'automatisation, diversifier les marchés, monter en gamme, construire une compétitivité réelle indépendante des aides publiques. L'argent public a été perçu non pas comme un soutien transitoire à une transformation nécessaire, mais comme une composante permanente du modèle économique. Quand Bruxelles a fermé le robinet, il n'y avait rien derrière. Pas de plan B, pas de compétitivité latente prête à émerger, juste un vide. 1 milliard d'euros en 15 ans n'a pas construit un groupe capable de survivre sans ce milliard. Il a acheté du temps, et ce temps n'a pas été utilisé. La deuxième leçon est celle du pouvoir sans contre-pouvoir. Charles Doux a dirigé son groupe pendant 40 ans avec une autorité que rien, ni personne, n'a jamais sérieusement contesté de l'intérieur. Pas de conseil d'administration indépendant avec un pouvoir réel. Pas de mécanisme de contrôle interne capable de dire non. Pas de culture d'entreprise qui aurait permis à un directeur financier, à un responsable juridique, à un délégué syndical d'alerter publiquement sur les dérives. Dans ce vide de contre-pouvoir, la fraude sur les poids de volaille a pu s'organiser, durer 2 ans, impliquer plusieurs niveaux hiérarchiques
et n'être détecté que de l'extérieur, par les services douaniers européens, pas par les organes de gouvernance interne. Dans ce même vide, les conditions de travail se sont dégradées sans que personne en haut de la chaîne ne soit jamais tenu d'en répondre devant une instance indépendante. Dans ce même vide, les éleveurs ont été étranglés financièrement pendant des années sans recours effectif. La concentration du pouvoir n'est pas une garantie d'efficacité, c'est une garantie d'impunité. Et l'impunité, à terme, produit des décisions que la réalité finit toujours par sanctionner. La troisième leçon est la plus simple et la plus dure. Dans toutes les crises industrielles, dans tous les effondrements de grands groupes, il y a une constante que l'histoire répète avec une régularité décourageante. Ceux qui ont le moins de pouvoir paient le prix de ceux qui en ont le plus. Marcel a travaillé 20 ans dans le froid pour une entreprise qui recevait 1 milliard d'euros de fonds publics. Son salaire n'a jamais dépassé le SMIC. Ses demandes de mutation ont été ignorées. Sa maladie professionnelle a été utilisée comme prétexte pour le licencier. Ses indemnités de départ représentaient 3 mois de salaire après 2 décennies de travail. Thomas a financé de sa poche les besoins de trésorerie d'un groupe qui présentait des bilans déficitaires tout en maintenant ses distributions aux actionnaires. Il n'a jamais reçu de compensation pour les dizaines de milliers d'euros d'intérêts bancaires qu'il a couverts au fil des années. Son contrat d'exclusivité lui interdisait d'aller vendre sa production ailleurs. Il était captif. Il le savait. Il n'avait pas le choix. Eric, lui, a trouvé une porte de sortie parce qu'il avait des compétences rares et un réseau que le repreneur avait besoin de racheter avec les actifs. Il a survécu confortablement. Mais même lui, ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel à Riyad, savait que 30 ans de travail pour une entreprise française l'avaient conduit à travailler pour ses anciens clients étrangers. Ce n'est pas ce qu'il avait imaginé en 1987 en montant dans l'avion pour Riyad avec son veston neuf et son catalogue sous le bras. Il reste une dernière question. Pas sur d'où, sur ce qui a suivi. Après la liquidation, la région Bretagne a investi 20,9 millions d'euros dans la nouvelle structure Yerbreige pour préserver la filière avicole bretonne. L'État français a apporté son soutien politique et financier à la reprise par le consortium. Les abattoirs de Châteaulin ont été refinancés avec des fonds publics régionaux. Un nouvel abattoir LDC a été annoncé pour 2021 avec 12,7 millions d'euros d'investissement public de la région. L'argent public est revenu, différent dans sa forme, identique dans sa logique. Le nouveau modèle qui se dessine à Châteaulin reproduit la structure hyper concentrée que Doux avait mise en place. 2 opérateurs dominants, LDC et Almunagem, contrôlant l'essentiel de la filière avicole bretonne, avec des éleveurs intégrés sous contrat d'exclusivité et des salariés d'abattoirs payés au SMIC dans des ateliers à 7 degrés. Les noms ont changé, les logos ont changé. La géographie du pouvoir a migré partiellement de Châteaulin vers Riyad. Mais les mains sur le convoyeur font les mêmes gestes, dans le même froid, pour les mêmes salaires, et personne, dans les bureaux où se prennent les décisions, ne se pose vraiment la question de savoir si cette fois les fondations sont différentes. Si cette fois l'argent public finance une transformation réelle, si cette fois les éleveurs ont un contre-pouvoir, si cette fois les ouvriers ont une perspective autre que le SMIC et les TMS. L'empire du poulet est tombé. Un autre empire se construit à sa place, avec la même architecture et les mêmes invisibles à la base.